Troisième partie de notre émission avec Territoire Sénat, l'actualité politique et parlementaire et les titres de cette actualité ce matin. Rebonjour Saveria. Bonjour à tous. La réforme de la justice adoptée en nouvelle lecture au Sénat. Le Sénat majorité de droite qui a rétabli sa version du projet en s'opposant sur de nombreux points au texte du gouvernement. Une loi toujours contestée par les professions judiciaires. Les sénateurs ont notamment rejeté la création d'un parquet national antiterroriste. C'était une audition attendue. La conférence des évêques de France interrogée hier dans le cadre de la mission d'information sur les infractions sexuelles sur mineurs. Audition très attendue donc après les scandales de pédophilie qui ébranlent l'Église catholique. Et puis nous parlerons de l'état des 200 000 ponts français lancés 2 mois après l'effondrement du viaduc de Gênes. La mission sénatoriale sur la sécurité des ponts avance. Les sénateurs ont effectué un déplacement sur le terrain en Moselle. Nous y étions. Mais avant donc de développer tous ces titres, le climat de violence qui s'installe en France avec l'explosion des actes antisémites. Les parlementaires sont aussi la cible d'attaques et d'agressions. Ce week-end, l'incendie du domicile privé du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a suscité des condamnations unanimes. Je vous propose d'écouter les mots du président du Sénat, de Gérard Larcher, à l'ouverture de la séance hier. Un certain nombre d'élus, députés, sénateurs, élus locaux, ont récemment été victimes d'agressions, de menaces, et certains ont vu leurs locaux vandalisés. Et combien d'autres locaux ont été vandalisés. Je veux exprimer ici la solidarité du Sénat à leur égard et adresser un message de soutien tout particulier au président de l'Assemblée nationale, notre collègue Richard Ferrand. La réforme de la justice adoptée en nouvelle lecture au Sénat cette nuit. Le Sénat qui a rétabli sa version du projet en s'opposant sur de nombreux points à la version du gouvernement. Une loi toujours contestée d'ailleurs par les professions judiciaires. Les sénateurs ont notamment rejeté la création d'un parquet national antiterroriste. Les explications de Quentin Calmet. Nouvelle lecture de la réforme de la justice et nouveau désaccord entre le Sénat et le gouvernement. Que ce soit sur le budget, le volet pénal ou la nouvelle organisation des juridictions, la Haute Assemblée a rétabli sa version du texte. Le Sénat a été, je le crois, a essayé d'être constructif le plus possible. Mais à cette audience, ici, à cette séance plus exactement, ici, à chaque fois que nous proposons des sujets, le gouvernement s'y est opposé fermement. Depuis plusieurs mois, magistrats, greffiers et avocats s'opposent à ce projet de loi. Hier en séance, les sénateurs ont regretté l'occasion manquée d'une conciliation sur ce texte. Sur la procédure pénale, votre texte, porté, Madame le garde des Sceaux, par le ministre de la Justice, est un texte de ministre de l'Intérieur. Car vous avez, sur la prolongation de la garde à vue, sur le refus d'informer l'avocat sur des perquisitions, sur la comparution différée, sur l'accès au dossier par l'avocat, pris des mesures qui vont toutes dans le même sens, qui n'est pas celui des garanties offertes à nos concitoyens. Pour certains sénateurs, le grand débat national était aussi l'occasion de débattre de cette réforme, une option refusée par la ministre. Si je vous ai bien compris, il aurait fallu cesser d'étudier le texte justice pour le livrer à la discussion du grand débat national. Je ne crois pas, et vous avez utilisé le mot d'antidémocratique, je ne crois pas, Madame la sénatrice, que continuer une procédure parlementaire déjà engagée soit antidémocratique, au contraire. Un texte qui repart maintenant à l'Assemblée nationale, qui dispose du dernier mot. Voilà, et dans l'actualité parlementaire, c'était une audition attendue. La conférence des évêques de France interrogée hier au Sénat, Saveria. Voilà, audition dans le cadre de la mission d'information sur les infractions sexuelles sur mineurs. Audition très attendue après les scandales de pédophilie qui ébranlent l'Église catholique. Je vous propose d'écouter le porte-parole de la conférence des évêques. Il était au micro de Tam Tranui. Le message que nous avons voulu dire, c'est d'abord la reconnaissance de la responsabilité qui est la nôtre dans ces actes pédocriminels, dans le fait de ne pas les avoir traités correctement, dans le fait d'avoir été sourds aux cris des victimes, et en même temps notre détermination à ce que demain, aujourd'hui même, mais demain, il n'y ait plus ces actes-là. Et donc que toutes les actions que nous menons aujourd'hui et que nous mènerons dans l'avenir servent pour qu'il n'y ait plus de pédocriminalité au sein de l'Église catholique et que nous collaborions au fait qu'il n'y en ait plus au cœur de la société française.
L'affaire Benalla rebondit et les dernières révélations sèment de plus en plus le trouble sur ce proche d'Emmanuel Macron qui, tout en travaillant au sein même de l'Élysée, aurait négocié, en s'enrichissant personnellement, plusieurs contrats avec des oligarques russes. Au Sénat, les membres de la commission d'enquête s'interrogent sur un très probable signalement au parquet pour parjure. C'est un sujet de Jonathan Dupriez avec Quentin Calmet. Alexandre Benalla a noué 2 contrats de sécurité avec des oligarques russes. Un premier en juin 2018, alors qu'il était en poste à l'Élysée. Contrat pour le compte d'Iskander Marmoudov, un proche de Vladimir Poutine. Mediapart révèle l'existence d'un 2e contrat signé avec un autre proche du président russe, signé cette fois après son limogeage de la présidence en décembre 2018. En tout, le montant de ces contrats russes s'élève à 2,2 millions d'euros. Pourtant, Alexandre Benalla avait affirmé devant le Sénat, sous serment, ne pas connaître l'existence de ces oligarques. Je voulais vous demander si vous connaissiez M. Iskander Makhmudov. Je ne connais pas cette personne, mis à part à travers la presse, je ne l'ai jamais rencontré. De son côté, la commission d'enquête parlementaire reste prudente sur un éventuel parjure. Elle rendra ses conclusions en même temps que son rapport, attendu prochainement. Je ne veux en aucun cas préjuger de ce qui sera notre décision à nous, co-rapporteurs, nos propositions faites à la commission des lois. Pour Fabrice Arfi, journaliste à l'origine des révélations, Alexandre Benalla a bien menti à de nombreuses reprises devant le Sénat. On l'entend dans les enregistrements révélés par Mediapart et d'Alexandre Benalla et de Vincent Crasse que la police puisse mettre la main sur le contrat russe qu'il faut absolument cacher. Alors on change le montage financier, on crée une nouvelle société qui est dirigée par qui en sous-main? Par Alexandre Benalla. Et puis quelques semaines plus tard, un nouveau contrat devant les sénateurs. Monsieur Benalla, droit dans ses bottes, a dit qu'il n'avait rien à voir avec aucun contrat russe. C'est faux. La commission d'enquête du Sénat pourrait signaler l'affaire au parquet. En cas de parjure avérée, Alexandre Benalla risquerait 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Voilà, vous en avez l'habitude, c'est l'interview politique maintenant, le face-à-face. Dans une seconde avec une sénatrice, à tout de suite. Bonjour Martine Filleul, vous êtes sénatrice PS du Nord et merci d'être sur ce plateau ce matin. Bonjour Martine Filleul, vous êtes membre de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Vous auditionnez ce soir Elisabeth Borne, la ministre des Transports, sur un texte important, un texte qui va être examiné dans un mois au Sénat, la loi sur la mobilité. Tout d'abord, quel regard, dans quel état d'esprit vous abordez ce texte, cette réforme ? Eh bien, écoutez, les intentions de cette réforme et de cette loi sont des bonnes intentions puisqu'il s'agit de désenclaver les territoires, favoriser les transports, la mobilité et promouvoir les modes de déplacement doux. Donc, les intentions de cette loi sont bonnes et sont en accord avec ce que nous voulons également promouvoir. La difficulté, vous le savez, c'est que Mme Borne n'a pas les moyens de ses intentions. Alors, on va y venir sur le financement du texte, mais tout d'abord, restons sur l'idée de désenclaver les territoires. Comment, concrètement, cette réforme permet de désenclaver les territoires, de réduire la fracture territoriale ? Qu'est-ce qui est prévu dans le texte ? L'objectif, c'est de promouvoir tous les modes de transport alternatifs, favoriser par exemple le covoiturage, encourager les transports publics au travers, vous savez, d'une responsabilisation accrue des intercommunalités en particulier. Alors, des régions. Vous le disiez, vous l'évoquez, les sénateurs, la droite sénatoriale et vous-même, vous êtes plutôt sceptique sur le financement de ce texte. Hervé Maurey m'expliquait l'autre jour que cette loi n'est pas financée. 13 milliards d'euros sont prévus, c'est ce qui est écrit, 13 milliards d'euros pour les infrastructures de transport. Mais ce texte n'est pas financé, c'est le problème. Il manque 500 millions d'euros par an pour financer les mesures prévues. Effectivement, Mme Borne elle-même le dit, elle a été privée de moyens du fait de la crise des Gilets jaunes, puisque des taxes étaient prévues pour venir effectivement alimenter la régénération des infrastructures de transport. Et si je prends l'exemple du fluvial, que je suis plus particulièrement, on voit bien qu'effectivement les moyens ne sont pas là, à la fois pour restaurer les infrastructures du transport fluvial et développer ce mode de transport qui pourtant était
économe en énergie. Alors, sur un autre sujet, vous êtes une élue du Nord, vous êtes membre d'une mission qui vient d'être créée au Sénat, la mission qui réfléchit sur l'avenir de la sidérurgie. Tout d'abord, quel est l'objet de vos travaux? Comment allez-vous travailler sur l'avenir de la sidérurgie en France? Eh bien, tout d'abord, vous dire que c'est tout à fait naturellement et vraiment avec un grand intérêt que je me suis inscrite dans cette mission, puisque je suis issue et je viens d'une région où la sidérurgie occupe une place vraiment majeure. Récemment, il y a encore eu le dossier Ascoval. Absolument, oui. Dans les Hauts-de-France, la sidérurgie, c'est la première activité dans cette région. Il y a 8 000 emplois directs et 20 000 indirects qui dépendent de la sidérurgie, avec des pôles très forts comme l'automobile, comme le ferroviaire, et aussi le port de Dunkerque, dont les activités dépendent beaucoup de la sidérurgie. Mais à votre sens, la sidérurgie, plus généralement l'industrie, ont encore un avenir en France? La sidérurgie est en difficulté, elle voit d'année en année diminuer le nombre d'emplois salariés et c'est vrai qu'elle est en concurrence directe avec des pays comme la Chine qui envahissent tous les pays du monde avec leur acier. Et notre acier, aujourd'hui, n'est plus compétitif. Et donc, cette mission a pour objectif de réactualiser des travaux qui ont déjà été faits par les différentes assemblées et de se pencher sur les problématiques plus récentes. Et quelles sont concrètement les pistes que vous pouvez dessiner justement pour assurer un avenir à cette filiale, à cette filière? L'objectif, c'est de favoriser la spécialisation de nos aciers, trouver des niches qui soient compétitives, développer l'innovation, développer la recherche, développer également la formation, car on sait qu'aujourd'hui, les métiers de l'industrie et de la sidérurgie ne suscitent plus beaucoup d'intérêt dans notre jeunesse. Et puis en plus, toute cette question, elle se fait dans le cadre aujourd'hui européen. On ne peut plus faire l'économie des décisions de Bruxelles. On l'a encore vu récemment avec l'échec de la fusion Alstom-Siemens qui pèse justement sur l'avenir non seulement de la sidérurgie, mais également de l'industrie en général. Absolument. C'est vrai que nous avons besoin d'une stratégie industrielle en France et je pense que l'État... C'est pas le cas aujourd'hui. Non, ce n'est pas le cas. Nous manquons d'un cap en matière industrielle et d'une manière générale en matière économique. Et vous avez raison, ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Il faut effectivement que cette stratégie nationale se double d'une stratégie européenne. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'Europe peine à se donner des moteurs en matière industrielle. Pour terminer, j'aimerais vous entendre sur la situation politique ou en tout cas votre rôle d'élu local, élu de terrain. Est-ce que vous trouvez que le grand débat national, c'est la bonne voie pour trouver une issue à la crise que traverse notre pays aujourd'hui? Est-ce que le grand débat, chez vous, ça fonctionne? Est-ce que vous y participez? Est-ce que les élus ont un rôle à jouer dans ce grand débat? Moi, je suis persuadée que les élus ont effectivement un rôle à jouer dans le cadre de ce débat. Tout d'abord, un rôle d'écoute. Mais chez vous, ça marche? Absolument majeur. Oui, les élus sont présents dans les grands débats, écoutent ce que les citoyens ont à leur dire. Et c'est d'ailleurs, moi, ce que je reproche aujourd'hui aux députés, par exemple, qui sont intervenus pour faire valoir de nouvelles taxes carbone ce matin, parce que moi, je trouve que la moindre des choses, c'est d'écouter ce que les Français ont à nous dire et de respecter leurs paroles avant que de faire des propositions qui, d'ailleurs, reviendraient par certains aspects en arrière sur ce qui a déjà été proposé. Martine Filleul, sénatrice PS du Nord, les municipales à Lille. L'été dernier, vous avez été l'artisante, d'ailleurs critiquée par certains élus, d'une réconciliation entre Martine Aubry et Patrick Caner, personnalité très importante localement, ancien ministre, on le sait, président du groupe socialiste au Sénat. Nous recevions que Xavier Assouafet la semaine dernière. Qu'en est-il de cette réconciliation? Où en est-on? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous avez réussi à recoudre les fils? Écoutez, effectivement, dans ma mission de première secrétaire du Parti socialiste dans le Nord, j'ai contribué et j'ai favorisé un rapprochement entre Martine Aubry et Patrick Caner. Je pense qu'aujourd'hui, la raison est réinstallée et que ces deux forces politiques importantes à Lille vont s'additionner et faire en sorte que la ville de Lille reste à gauche et reste au Parti socialiste. Martine Aubry sera candidate au municipal, c'est sûr?
Pour ma part, je n'ai pas de doute sur le sujet. Je crois qu'elle sera candidate. Saveria. Merci beaucoup Martine Pinel. Merci d'avoir été notre invitée ce matin. Merci beaucoup. Au revoir. Dans le reste de l'actualité, comment entretenir les 200 000 ponts français? Je vous en parlais en titre. Lancé 2 mois après l'effondrement du pont de Gênes, la mission sénatoriale sur la sécurité des ponts avance. Les sénateurs ont effectué un déplacement sur le terrain en Moselle. C'est un reportage de Michael Fitzberg. Quand je serais le maire de la commune, je mettrais carrément des panneaux avec des têtes de mort pour sensibiliser l'État. Pour sa première visite de terrain, la mission nationale d'information sur la sécurité des ponts a eu le droit à un exemple significatif. Le pont Rosselmont à Petite-Rosselle, ville de 6500 habitants, dans l'ancien bassin minier de Moselle. Piliers en béton qui s'effritent, ferrailles rouillées apparentes, filets de protection pour prévenir des chutes de pierre, l'ouvrage d'art est en piteux état, voire plus. Il est dangereux si on ne fait pas les travaux de démolition-reconstruction à court terme. Coût de l'opération, 550 000 €. Exorbitant pour la commune. C'est impensable, d'autant plus que ce qu'on peut injecter, nous, aujourd'hui, annuellement, déduction faite, je dirais, de nos emprunts, etc., c'est 250 000 € par an. Une situation ubuesque alors que Petite-Rosselle n'est même pas propriétaire du pont. Je suis assez étonné, et même davantage, que l'État ne réagisse pas, puisque apparemment on serait sur une responsabilité de l'État, puisque ce pont aujourd'hui serait transféré dans le domaine de l'État de par la cessation d'activité des houillères. Manque de moyens financiers, techniques, inventorier ces ponts, les diagnostiquer et éventuellement les réparer. Tous les maires et les responsables de communautés de communes rencontrées évoquent les mêmes difficultés. Trouver des solutions pour les quelques 200 000 ponts communaux, c'est tout l'enjeu de la mission d'information sénatoriale. Il faut trouver les moyens que cela soit fait progressivement, de manière supportable, et bien sûr avec des dispositifs de soutien et d'aide à ces collectivités de la part de l'État. La mission sénatoriale doit remettre son rapport en avril prochain. Voilà, on passe à l'agenda, ce qui se passe au Sénat. Il s'en passe des choses, Saveria, aujourd'hui. Absolument. Aujourd'hui, 9h30, il faudra suivre une table ronde importante, une table ronde organisée par la Commission des affaires économiques sur les effets de la loi Egalim, la loi agriculture et alimentation, sur notamment les négociations commerciales en cours. Et ce matin, ce sont les acteurs de la grande distribution qui sont auditionné à 14h30. Examen du projet de loi organique sur la modification du statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment l'inscription et la reconnaissance du fait nucléaire. Et puis enfin, à 17h, audition importante, la ministre des Transports, on vient d'en parler, Elisabeth Borne, auditionnée devant la commission du développement durable sur le projet de loi d'orientation des mobilités. Parfait, agenda chargé au Sénat donc. Voilà pour l'agenda. Maintenant, on passe à la rubrique L'œil 2 dans un instant. À tout de suite. Et le voici, le voilà, il n'est pas en col roulé aujourd'hui, il a mis une cravate et il va mieux, la grippe est passée. Benjamin Morel, merci d'être là ce matin. Bonjour. Bonjour Benjamin. Vous éclairer. Bonjour Benjamin, je voulais revenir avec vous sur la situation actuelle, disons plutôt paradoxale. On voit que la démocratie est malade, que notre système est grippé. Beaucoup réclament un changement de régime, un changement d'institution. C'est en tout cas ce que nous disent les manifestants dans la rue, les gilets jaunes depuis des mois. Et pourtant, eh bien, on constate ici que la démocratie représentative, elle continue de fonctionner. Le Parlement travaille, les lois sont examinées. Si vous voulez, il y a 2 grands facteurs à prendre en compte. Le premier facteur, il n'est pas propre à la France. La crise qu'on traverse aujourd'hui en France, c'est une crise qui traverse tout le monde occidental. Vous prenez l'Italie, vous prenez l'Allemagne, vous prenez les États-Unis. Cette maladie démocratique qui, grosso modo, part du principe qu'il y a des élites, il y a un peuple et que les deux, eh bien, ne communiquent plus et qu'il n'y a plus de pont, c'est quelque chose en fait qui dépasse largement la France. Après, il y a un problème institutionnel sous la Ve République également. C'est-à-dire que le Parlement travaille, mais fondamentalement, il y a un problème de séparation des pouvoirs, de force des contre-pouvoirs, et c'est malgré tout souvent le gouvernement, à travers le fait majoritaire qui a le dernier mot. Le débat qui ne se passe pas au Parlement, il se passe dans la rue. Alors on le voit, le Sénat vote la loi Pacte, cette nuit ils ont voté la réforme de la justice, dans un mois on va examiner la loi sur la mobilité, ce matin présentant au Conseil des ministres la loi sur la réforme de la santé. Bref, la Ve République, elle fonctionne. La Ve République fonctionne, mais la Ve République fonctionne encore une fois sous un prisme fondamentalement majoritaire. Le Sénat amende, mais on verra ce qu'il en est pour, par exemple, l'aéroport de Paris, la privatisation. Dès le moment où le gouvernement souhaite tenir quelque chose et tient sa majorité, eh bien, le débat n'est plus réellement possible quant aux conséquences. Et ça, fondamentalement, encore une fois, quand ce débat il ne peut pas déboucher sur quelque chose au Parlement, il débouche dans la rue.
Le Parlement travaille, le Parlement fonctionne. Beaucoup, pourtant, parlent de faire évoluer, de revivifier notre régime, notre démocratie représentative. Comment? Qu'est-ce qui vous paraît la voie la plus adéquate? Dans la rue, on parle, les Gilets jaunes réclament le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Gérard Larcher récemment a parlé de revivifier, de ressusciter le droit de pétition. Qu'est-ce qui, selon vous, est la voie la plus adéquate? C'est compliqué, justement, au regard de l'équilibre des pouvoirs sous la Ve République. Imaginons qu'on ait un RIC. Vous avez un président de la République qui est élu, qui dit « j'applique mon programme ». 2 ans plus tard, ce programme est détricoté par les RIC. Donc on voit qu'actuellement, l'hyper-présidentialisation du régime n'est pas très compatible avec ces modes de démocratie semi-directe. Par ailleurs, il y a d'autres problèmes, c'est-à-dire que ces modes de consultation semi-directe, ils impliquent un fort taux de participation. Si vous avez un RIC où vous n'avez pas de quorum, c'est-à-dire où 10% de votants suffisent à faire passer le RIC, eh bien vous avez un risque de confiscation du RIC par des groupes minoritaires. Si vous avez un fort quorum, ce qui se passait par exemple en Roumanie ou en Hongrie, vous avez 90% de oui, mais un quorum qui n'est pas atteint parce que les opposants s'abstiennent, et vous avez une frustration démocratique. Mais rapidement, pour terminer, comment répondre à ce besoin qui s'exprime dans la rue de démocratie directe? Comment répondre à ça? Les outils du référendum actuellement pourraient être bien utilisés, à 2 conditions. D'abord, qu'on ne donne pas la bonne réponse à l'avance. C'est-à-dire fondamentalement, ce qui transforme le référendum en plébiscite, c'est quand on soumet un texte et qu'on dit « la bonne réponse, c'est celle-là. Si vous voulez voter pour moi, votez pour ça ». Un vrai choix, c'est quelque chose d'essentiel pour un vrai référendum. Et ensuite, évidemment, il faut que les référendums soient respectés. Référendum de 2005, référendum sur l'Alsace, référendum sur la collectivité unique de Corse, référendum sur Notre-Dame-des-Landes. Les 4 derniers référendums dans ce pays ont été foulés aux pieds, et ça, c'est un vrai problème. Merci Benjamin Morel, spécialiste en sciences politiques, et Saveria, un documentaire de chaîne récompensé. Voilà, on termine avec une récompense pour notre chaîne, le documentaire sur Raymond Aron, Le chemin de la liberté, récompensé au laurier de la radio et de la télévision 2019 dans la catégorie culture, à l'occasion du 35e anniversaire de la mort de Raymond Aron. Le film de Fabrice Gardel dresse un portrait inédit de ce grand intellectuel et philosophe. Je vous propose de regarder un extrait. Aron est terriblement isolé dans ces années d'après-guerre. Le goût de la vérité est à ce prix. Même si Camus, révolté contre la religion marxiste, n'est jamais loin. Camus aussi était d'une certaine manière seul, c'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas dans le moule intellectuel de gauche étaient une multitude de solitudes. Ces années sont d'autant plus dures que des drames intimes frappent Raymond Aron. Je suis sorti d'une longue crise personnelle provoquée par des malheurs familiaux pour écrire ce livre, L'opium des intellectuels, qui a été pour moi, pour ainsi dire, la guérison personnelle. Voilà, Saveria, c'est les lauriers qu'on a eu, Laurier de la radio et de la télévision, voilà. Absolument. Bravo à Public Sénat et pour ce documentaire. On passe tout de suite à la revue des unes de la presse quotidienne régionale et nationale, dans un instant. Je dis national, on commence par le Figaro avec le retour de la taxe carbone évidemment dans l'actualité ce matin. Trouvons une fiscalité carbone équitable. 86 députés de tous bords appellent à rétablir la taxe carbone, mais en débattant des modalités. Parmi les signataires, l'écologiste Mathieu Orphelin, certains Modem, plusieurs députés En Marche, comme Hugues Rançon, Barbara Pompili ou Cédric Villani. Stanislas Guerini, le patron de La République En Marche, s'était dit favorable hier au retour de la taxe carbone à l'issue du grand débat, à condition que ça ne se fasse pas au détriment des classes populaires. Dans ce texte transpartisan, il demande donc le retour de la taxe dans une version juste et lisible. Voilà un cri contre la haine à la une des dernières nouvelles d'Alsace DNA, journal dirigé par Dominique Young ce matin. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner dénonce un poison en annonçant une hausse de 74% des actes antisémites en 2018 en Alsace comme dans le reste du territoire. Ces actes ont explosé l'année dernière. Le consistoire israélien du Bas-Rhin veut briser l'indifférence et lance un manifeste à lire donc dans les dernières nouvelles d'Alsace. Le cri de Strasbourg demande aux Français de se lever et de dire non.
Tournez la page de l'illettrisme, c'est la région qui lance son plan d'action, la région Occitanie, c'est dans Midi Libre à la une ce matin. 7% des Français sont illettrés alors qu'ils ont été scolarisés en France, soit 2,5 millions de personnes en difficulté pour comprendre une consigne au travail, remplir un formulaire en ligne, comprendre les clauses d'un contrat, une souffrance silencieuse qui pourtant n'est pas une fatalité. La région de Montpellier lance un grand plan d'action en Occitanie. 2000 jeunes ont des difficultés de lecture et d'écriture. Le plan vise donc à développer la lecture auprès des jeunes dans et hors du temps scolaire. Et puis autre titre à lire dans Midi Libre aujourd'hui, le plastique banni des cantines, c'est désormais une réalité. Les barquettes dans lesquelles sont servis les plats de nos enfants sont composées de fibres 100% recyclables, fin du plastique donc. Et puis un casse-tête ce matin, Saveria, entretenir les ponts, c'est à la une de Ouest France. Voilà, un drame comme l'effondrement du pont de Gênes est-il possible en France? Nous en parlions il y a un instant avec le sujet de le reportage de Michael Spitzberg. La France compte 200 000 ponts, leur entretien pose problème, notamment bien sûr sur des questions de sécurité. Les entretenir coûterait 500 millions d'euros par an. Un audit réalisé par 2 sociétés spécialisées révèle qu'un tiers des 12 000 ponts à la charge de l'État, le reste est à la charge des départements et des communes. Eh bien, ces 12 000 ponts nécessitent des travaux dont 7% présentent un risque d'effondrement à terme. On termine avec la Charente libre. Il nous faut retrouver absolument Sherlock Holmes. Où sont passées les 43 œuvres d'art disparues, Saveria? Voilà, 43 œuvres d'art disparues en Charente, des statues, des tableaux, censés se trouver dans des musées, des mairies, à la préfecture ou dans les sous-préfectures de Charente, qui n'y sont pas. Elles appartiennent à l'État, elles ont disparu de la circulation. C'est ce que révèle un inventaire rendu public. Cet état des lieux détaillé montre que 43 œuvres donc ont disparu, parfois depuis plus d'1 siècle. 33 d'entre elles sont considérées comme classées. Merci Saveria, au revoir et à demain. À demain, Au revoir. À demain, très bonne journée. Dans un instant, la météo des territoires, le temps qu'il fait en France et dans les territoires français en Outre-mer, le zapatin de Christophe Combarieux avec ce qui s'est passé dans les autres matinales d'infos chez nos confrères. On se retrouve après, à tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Des croix gammées sur les portraits de Simone Veil en plein Paris. Des tags antisémites sur la façade d'un restaurant. Des actes haineux, anti-juifs découverts ce week-end. Ça ne passera pas, on ne laissera rien passer. Et on ne laissera pas se banaliser cet antisémitisme mortifère pour la République et pour la démocratie. Nous devons d'abord et toujours dire le refus absolu que nous partageons de ces actes. Ça ne suffit pas, bien entendu, mais le jour où nous ne le ferons plus, le jour où la lassitude l'aura emporté, alors tout sera perdu. L'antisémitisme se répand comme un poison, comme un fiel. Il attaque, il pourrit les esprits, il assassine. S'il y avait des Marianne au visage de Simone Veil, il faudrait voir avec la famille, mais je trouve que c'est une très belle proposition. Marianne de toujours, sans oublier les Marianne plus actuelles et modernes. Le visage de la France. Ces actes inacceptables portent atteinte à la République et à la démocratie, tout comme les actes de racisme et d'antisémitisme radicalement contraires aux valeurs de la République que nous ne tolérerons jamais. Il faut être beaucoup plus sévère sur tout ce qui existe sur les réseaux sociaux. Et là, je crois que les opérateurs doivent vraiment se retrousser les manches. C'est pourquoi nous avons lancé avec Facebook une expérimentation pour concevoir des règles de droit plus innovantes, plus adaptées, afin de réguler les contenus sur les plateformes et les réseaux. La tâche est immense. La consultation régulière de ces réseaux
nous montre que le travail est devant nous. On a décidé la semaine dernière, en catimini, d'arrêter la fusion des académies, parce que là aussi on a eu peur. Si on veut que la fin de ce quinquennat soit utile, il faut donner la possibilité aux territoires d'être acteurs de la transformation du pays. Très bien. Et donc, ça veut dire quoi concrètement pour les gens qui vous regardent ce matin? Ça veut dire quoi? C'est par la décentralisation que les choses sont possibles. Ismaël Emelien annonce qu'il quitte l'Élysée. Lui dont le visage et le nom sont inconnus du grand public. Lui qui a pourtant épousé la trajectoire d'Emmanuel Macron depuis 5 ans. Puisque je comprends que c'est pour pouvoir retrouver la parole, il va pouvoir nous dire quel était son rôle dans l'affaire Benalla. Dans quelques semaines, Ismaël Emelien quittera ses fonctions, officiellement pour écrire un livre. On nous dit que M. Emelien part pour des raisons littéraires, permettez-nous d'en douter. Moi je pense que derrière M. Emelien surgira tôt ou tard l'ombre de M. Benalla. Voilà, demain, Marlène Schiappa sera notre invitée politique sur ce plateau. Et puis le multiplex demain, au plus près du grand débat national dans les régions. On continue notre tour de France à Tours, à Toulouse et à Lille, en direct et en duplex, grâce à nos partenaires des télés locales et de la presse quotidienne régionale. Merci de votre fidélité. À demain donc. Au revoir.